Les états généraux de la justice, messieurs et dames, vous savez, c'est des guerres, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi, entre le ministre de la justice Constant Mutamba et puis les magistrats. Après la clôture de ces états généraux par les chefs de l'État, les conclusions, les propositions devraient être mises en application. Certains magistrats accusent le ministre d'avoir un peu triqué les conclusions, changer ces conclusions qui seraient différentes par rapport à celles que l'Assemblée, que toutes les parties prenantes avaient proposé, mais non sans même de déposer une plainte à l'égard du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Lui, de son côté, via un communiqué, le ministre a ordonné des enquêtes en ce qui concerne les procureurs généraux près la Cour de cassation qui aurait acheté une maison au niveau de la Belgique. Le ministre demande des enquêtes vis-à-vis de maître Constant Mutamba pour essayer de mettre en lumière ces accusations, même si on parle des accusations des trop gratuites de la part du ministre. Constant Mutamba dépend sa manière en tout moment de procéder par des communiqués. Est-ce qu'elle a l'amabilité de faire arrêter un procureur général de la République? C'est une question qui mérite d'être posée. Même si les gens, certaines personnes pensent aujourd'hui que Mutamba, sa manière de travailler, ce n'est pas bien. Il fallait que les procureurs généraux près la Cour de cassation puissent se comporter comme à l'époque de l'ancien procureur de la République Kengo Wadondo, qui avait ordonné l'arrestation d'un ancien ministre de la Justice à l'époque. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que les procureurs puissent aussi mettre en application des poursuites envers un ministre qui est en fonction des questions certainement qui nécessitent des questions qui méritent d'être posées, des réponses dans cette émission. On reviendra aussi sur ces débats sur les changements, modifications ou révisions de la Constitution de la République démocratique du Congo. Interface. Vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Alors, pour répondre à toutes ces questions, vous avez compris que ma manière de présenter les thématiques, ça veut dire c'est une émission purement juridico-scientifique avec un invité que vous connaissez bien, dès sa manière de réfléchir, dès son intelligence et puis sa clarité, surtout sa sincérité. Quand il fait ses analyses, ça faisait un bout de moment où on ne travaillait pas, on ne faisait pas des émissions avec lui. Il fait son grand retour aujourd'hui. Maître Cédric Toumba, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Daniel Roland, très ravi de vous revoir. Vous allez bien, maître? À merveille. Alors, ça fait longtemps qu'on ne tournait plus des émissions. En tout cas, ça c'est vrai, je n'étais pas Kinshasa, mais je suis revenu et puis on est revenu quand même à la case du départ. Alors, vous changez même la coiffure. Alors, Maître Cédric, d'entrée de jeu dans cette émission, on va d'abord commencer par ces débats liés au changement, à la modification, à la révision de la Constitution. Vous allez certainement mettre votre avis et puis choisir les termes appropriés aujourd'hui. Même les changements est clair, mais révision ou modification, c'est quoi les termes appropriés aujourd'hui? Et puis quelle est votre opinion? Est-ce qu'il y a l'opportunité aujourd'hui, il y a la nécessité qu'on puisse changer ou modifier cette Constitution de 2006 promulguée par l'ancien président Joseph Kabila et modifiée en 2011? Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland, pour la question. En tout cas, la question vaut son pesant d'or parce qu'elle porte sur l'opportunité ou non du changement ou de la révision. Mais la question de base, c'est que est-ce que la Constitution elle-même a prévu quelles sont les conditions de révision? Est-il possible que le président puisse prendre l'initiative de la révision ou du changement? En fait, de deux, l'une doit valoir. En réalité, Monsieur Daniel Roland, vous savez, sans toutefois m'incruster dans une zone absolument politique, je peux quand même effleurer une situation où Monsieur le Président de la République, honoré bien entendu Joseph Kabila, en 2018, entre 2016 et 2017, il avait essayé de booster les champs pour que la Constitution soit révisée, ainsi de suite, et les chemins lui étaient barrés. Il n'avait pas d'issue de sortie
Pourquoi? Parce que, M. Daniel Roland, il vous souviendra, le peuple congolais en avait marre de la situation sociale. Le peuple congolais, en tout cas, mijotait dans un chômage de masse. Le social posait problème, puisque au-delà de tout, M. Daniel Roland, lorsque vous venez pour solliciter la révision de la Constitution, il est certes vrai que vous pouvez prendre l'initiative, mais la question, vous prenez l'initiative envers qui? Et c'est à l'endroit de qui? Et qui doit vous le permettre? Parce que la chaise du pouvoir n'est qu'une, mais les personnes qui donnent cutus à l'exercice de pouvoir, c'est le peuple. Et donc, si le peuple ne vit pas mieux, si les sociaux posent problème, il est tout à fait normal que toute initiative puisse être butée ou confrontée à certaines difficultés. J'ose croire, la Constitution d'ailleurs, il suffit de lire l'article 218, vous remarquerez que la Constitution a prévu les personnes qui sont à même de prendre l'initiative de sa propre révision. Parce que si une personne peut naître et mourir, il est tout à fait normal aussi que certaines règles s'effacent et qu'il puisse aussi se défaire. Parce que l'on ne saurait pas en réalité lier les générations futures à une règle éternelle, puisque les conditions de vie, les modes de vie changeant au fil du temps, il est tout à fait normal que certaines règles c'est les ardes, certaines règles avec le temps, peut-être à mon âme de la vie, c'est un peu de devenir désuète. Je ne dis pas que la Constitution l'est. Mais ma question, c'est que, est-ce que actuellement, est-il opportun de prendre l'initiative de la révision? C'est au travers de cette question d'opportunité que je vous avais dit que ma perception de la chose remonte bien entendu de l'époque où, lorsque Kabila était en fin mandat, il a pris l'initiative, il n'a su le faire. Et le président Tshisekedi, je crois bien, il a essayé de marcher sur cet élan-là, en ce sens que il s'est dit, si j'attends qu'on arrive, que mon mandat arrive jusqu'à la fin, ou soit tout près de sa fin, et que je prenne l'initiative, je rencontrerai une opposition farouche du peuple. Alors que faire? C'est que dès lors que je mets 4 ans devant ici, je peux déjà baliser les chemins sur l'opportunité ou non de la révision ou du changement selon les cas. Ce qui fait que si vous lui refusez la révision de la Constitution, si vous lui refusez l'opportunité, n'est-ce pas, du changement de la Constitution, vous ne sauriez pas, monsieur Daniel Roland, lui refuser au moins l'exercice de son mandat. Ce qui est tout à fait normal. Alors vous voyez qu'à ces points-là, il a en tout cas usé d'une sagesse supérieure à celle que Kabila, n'est-ce pas, à celle dont Kabila n'avait pas fait preuve. Donc je crois m'être fait compris sur ces points-là par rapport au moment à partir duquel le président vient nous offrir, n'est-ce pas, ses intentions, ses initiatives sur la révision de la Constitution ou les changements de la Constitution. Mais, monsieur Daniel Roland, il est aussi à dire que notre Constitution, si nous voudrions nous baser sur cette même Constitution pour la réviser, il n'est pas interdit. Mais si nous voudrions nous baser sur la même Constitution pour la changer, là au moins, il est interdit. En fait, je ne dirais pas il est interdit, mais néanmoins, vous savez bien, les règles constitutionnelles sont d'ordre impératif. La Constitution vous dit qu'il est possible qu'on révise. Mais la Constitution donne aussi des circonstances auxquelles elle ne peut être révisée. Dès lors que les textes clairs ne s'interprètent pas et les textes clairs ne requièrent pas une certaine expertise accrue pour qu'elles soient interprétées,
je crois que même un étudiant de 4e des humanités, il suffit qu'il lise l'article 219, il comprendra que la Constitution, au-delà de permettre sa propre révision et de permettre aussi, n'est-ce pas, d'ouvrir le champ à certains acteurs bien déterminés, dont le président de la République, le gouvernement, les chambres du Parlement, une fraction du peuple, ainsi de suite, elle a donné les cadres dans lesquels cette révision peut intervenir. Et puis, la Constitution a refusé qu'il y ait révision de la Constitution dès lors que nous sommes pendant l'état de siège, l'état d'urgence, et dès lors aussi qu'il y a, je crois bien, l'intérim, dès lors que c'est le président de la République intérimaire. Vous voyez, quand le président n'est pas là, il est empêché. S'il est remplacé, c'est lui qui vient pendant l'exercice de son intérim. Il ne peut pas prendre l'initiative de réviser la Constitution. Il y a possibilité aussi qu'on puisse enlever l'état des sièges, certainement, le plus vite que possible, les questions de permettre que cette initiative soit en évidence. Bien entendu, dès lors, à partir du moment où nous voudrions, le président de la République veut prendre l'initiative de la révision, il faut que le président sache que pour que ça passe, il faut et il suffit que l'état de siège et l'état d'urgence, n'est-ce pas, puissent être levés. Donc, pendant l'état de guerre, pendant l'état d'urgence, pendant l'état de siège, il ne peut pas y avoir révision de la Constitution. Mais il est aussi vrai que l'état de siège a été décidé, n'est-ce pas, au travers d'une loi, le président de la République, en concertation, ainsi de suite, il a été institué un état de siège à l'est de notre pays. Ce qui a fait même qu'il n'y ait pas certaines élections dans certains contrées là-bas en raison de la guerre. Ça voudrait aussi dire que si le président veut réviser la Constitution, il doit procéder par le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il faut lever d'abord cet état de siège et dans ces contrées-là pour que son initiative de révision puisse être faite. Mais le problème aussi, M. Daniel Rolland, c'est que, au-delà de la révision, qu'attend le peuple? Vous savez, comme qui dirait, que demande le peuple? Je vous ai dit à l'entame de mon argumentaire que la chaise du pouvoir, il n'y en a qu'une. Vous voyez, M. Daniel Rolland? Mais le problème, ce n'est pas sur le texte. Parce que nous avons donc les Congo fait preuve d'une prolifération de textes, d'une multiplicité de textes. Mais le problème, M. Daniel Rolland, c'est la bonne gouvernance. Vous voyez, si l'on gouverne bien, le peuple congolais n'aura rien à voir avec ces textes ici. Par moment, M. Daniel Rolland, vous pouvez remarquer le peuple vouloir même que c'est lui qui a déjà exercé ses 2 mandats puisse encore même reconduire, même par la violation. Pourquoi? Parce que le peuple vit mieux. C'est pourquoi dans des pays comme le Congo-Brazzaville, il y a quand même Sassou qui arrive à poser ces genres des actes, mais quand même, vous allez constater ces silences silencieux parce qu'on dit que la prise en charge de la population sur le plan social, c'est bien. Exactement, M. Daniel Rolland, vous avez absolument raison. Le président de la République, c'est vrai, l'UDPS, en tant que parti qui a fait 32 ans dans l'opposition, ne saura pas à coup sûr lâcher prise. Mais il faut aussi avouer que le président de la République doit bien surveiller ceux avec qui il travaille, doit bien surveiller ceux qui ont des tâches à remplir, puisque après tout, M. Daniel Rolland, ceux qui travaillent avec le président dans le gouvernement, le président ne saurait pas être au même moment, mais il a quand même des collaborateurs, il a quand même des ministres et autres. Si au moins vous avez chaque ministre, n'est-ce pas, qui exécute son programme d'action tel qu'il se doit, je crois bien que le peuple sera satisfait. Et le peuple n'aura rien à voir avec de lettres, ainsi de suite, ou des règles. Donc, bref, par rapport au changement de la Constitution, en tout cas, à moins que quelqu'un m'ait montré un autre aspect des choses, mais à mon humble avis, la Constitution n'a pas prévu elle-même le mécanisme de son changement. Mais elle a quand même prévu la possibilité, n'est-ce pas, de sa révision. Mais le problème maintenant, c'est que à partir du moment où cette même Constitution interdit la révision de certaines dispositions, n'est-ce pas,
appeler des dispositions verrouillées, appeler des clauses qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Comment devrions-nous s'en passer? En réalité, vous le savez, monsieur Daniel Rolland, la seule possibilité pour que le président de la République puisse s'en passer de dispositions verrouillées serait justement de procéder au changement d'un texte. Vous voyez? Alors, le problème, c'est que comment changer les textes dès lors que le texte ne vous donne pas la possibilité de le faire? J'ose croire, à suffisance de conviction, que la souveraineté nationale, monsieur Daniel Rolland, est exercée par le peuple congolais, au travers le référendum ou au travers ses représentants. Et par rapport à ce qui concerne, bien entendu, la révision de la Constitution, s'il vous plaît, la Constitution a permis sa révision au travers, bien entendu, des acteurs. C'est-à-dire que s'il y a il existe des acteurs qui sont à même de prendre des initiatives de la révision. Ça voudrait aussi dire qu'à partir du moment où c'est le peuple congolais qui exerce la souveraineté nationale au travers le référendum, les questions du changement de la Constitution qui ne sont pas prévues par la Constitution peuvent être discutées par le peuple congolais au travers le référendum. Parce que ces textes n'ont pas été institués, n'est-ce pas, ou mis en place par par elle-même, par lui-même, la Constitution. Non, la Constitution ne s'est pas instituée. La Constitution a été rédigée, elle a respecté le mécanisme de son élaboration par les pouvoirs constitutionnels originaires, ainsi de suite, jusqu'à l'avoir telle qu'elle. Ça voudrait dire, même si il y a des dispositions verrouillées, des clauses qui ne peuvent pas être, n'est-ce pas, touchées, la forme de la République, ainsi de suite, ça ne voudrait pas dire qu'on a des textes qui demeurent ainsi éternellement. Faisons attention, M. Daniel Rolland, parce que c'est lui qui est souverain. Ce n'est pas en réalité les textes constitutionnels, mais les souverains, c'est le peuple congolais, dont le texte est appelé à régir. Donc, je trouve malaisé que l'on refuse au peuple congolais, qui est propriétaire et responsable et destinataire du même texte, le changement du texte qu'il a rédigé et dont il est appelé, n'est-ce pas, à respecter. Donc, je crois, à mon humble avis, que les constitutions, si on veut se baser sur ces textes pour, n'est-ce pas, parler du changement, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où le même constitution vous dit que la souveraineté nationale est exercée par le peuple au travers le référendum, M. Daniel Rolland, et que cette même souveraineté peut aussi être exercée, n'est-ce pas, directement par le peuple au travers le référendum, indirectement, M. Daniel Rolland, par, bien entendu, le représentant du peuple, n'est-ce pas? Oui. Et puisqu'il en est le cas, la question du changement de la Constitution ne doit-elle pas relever, n'est-ce pas, de l'assentiment exprès du peuple congolais, de telle sorte que lui-même puisse en juger l'opportunité au travers du référendum? Puisque en tout cas, à mon humble avis, je ne peux pas comprendre que la Constitution puisse reconnaître le pouvoir d'exercice de la souveraineté directement par les peuples au travers du référendum et qu'il puisse en même temps lui interdire, le peuple, de changer les textes qu'il est appelé à régir. Donc, ça ne voudrait pas dire que j'accepte en même temps je refuse ou je veux une chose son contraire. Non, je vous ai dit, et je le répète, que sur base de ces textes, on ne peut pas, en se fiant à l'article 219 et autres, prétendre qu'il peut être changé. On ne peut pas changer la Constitution par ses propres dispositions parce qu'aucune disposition de la Constitution, n'est-ce pas, ne prévoit la possibilité de son changement. Mais, je suis en train de réfléchir à haute voix. Je vous ai dit que la même Constitution, à moins que je m'en abuse, dispose que l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, ainsi de suite. Et je crois bien un autre article qui dit que la souveraineté nationale appartient, c'est 5, appartient au peuple, M. Daniel Rolland. C'est-à-dire, le pouvoir qu'a l'État, ça appartient
au peuple. Maître, pardon, je vous relance. L'article 5 qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui est souverain. C'est pas à l'époque de Mobutu, de la dictature, où Mobutu était lui-même le seul souverain. Ça veut dire qu'il était le garant de la nation. Mais quand vous avez suivi le président Tshisekedi, par exemple à Lubumbashi, dit qui peut me l'interdire, moi, garant de la nation, de mettre en application cette initiative. Ça donne l'impression comme si il y a des dispositions au niveau de la Constitution qui donnent ses pouvoirs au président Tshisekedi comme garant de la nation, alors qu'on parle du président. Il y a un article de cette Constitution qui parle du président comme garant du bon fonctionnement des institutions. Vous êtes quand même un constitutionnaliste, vous pouvez nous éclairer dans ce... Bon, en fait, M. Daniel Roland, il est certes vrai que tout juriste n'est pas constitutionnaliste, mais néanmoins, j'ose croire que la lecture de la Constitution, c'est-à-dire si on lit à première vue la Constitution, on peut facilement comprendre les choses. Puisque je n'ai pas appelé un homme de la science politique, du droit constitutionnel pour venir nous expliquer des choses qui sont claires quand même. À partir du moment où la Constitution prévoit sa révision, M. Daniel Roland, et prévoit les conditions de sa révision, et prévoit en même temps les conditions auxquelles la révision ne peut être admise, j'ose croire que les choses sont claires. Et que le président de la République, aucun Congolais ne peut lui refuser de prendre l'initiative de la révision qu'il a prise. En tout cas, ça c'est évident. Et aucun Congolais aussi ne peut le lui refuser. Mais néanmoins, M. Daniel Roland, je t'avais dit qu'en réfléchissant à haute voix, je sais que notre texte constitution est sacré. Lorsque le président dit qu'il peut m'interdire moi, en tout cas, je ne sais pas s'il avait fini par quoi, qu'il peut m'interdire moi de changer ou de réviser. Moi, garant de la nation. Exactement. Il est garant de la nation, il est garant des bonnes fonctions des nations, il assure aussi le respect des traités internationaux, il a plusieurs, en tout cas, devoirs et puis droits. Mais néanmoins, sur la question du changement, c'est là où le bas blesse. Changer la Constitution, pourquoi faire? Parce qu'il n'y a que l'opportunité. Je vous ai dit au début que la Constitution n'a pas de problème. Le peuple congolais n'a rien à voir avec la Constitution si le peuple congolais vit mieux. Si l'expression « le peuple d'abord » quitte la zone du slogan vers la réalité. Si le peuple congolais aujourd'hui, M. Daniel Roland, vous savez, je vous donne un exemple simple. Vous savez, si vous partez vers Barumbu, hein, je prends Barumbu, commune de Kinshasa, il suffit de faire comme si vous n'avez jamais visité certaines villes, n'est-ce pas? Ou, enfin, excusez-moi, certaines communes. Vous êtes Barumbu, commune de Kinshasa, vous circulez là, vous réaliserez l'état de délabrement très avancé de route, M. Daniel Roland. Vous vous poserez la question, est-ce que la révision de la Constitution, le changement de la Constitution a vraiment des liens directs avec cette route qu'on essaie, n'est-ce pas, sur laquelle on essaie de circuler? Est-ce que la révision de la Constitution a des problèmes avec des sommes faramineuses qu'on détourne et on laisse les gens libres errer ici et là? Donc, je comprends bien que si le président de la République veut que l'on puisse lui acclamer, n'est-ce pas, jusqu'à la limite de sa bonne volonté, je vous dis, M. Daniel Roland, que le président puisse seulement taper du poing sur la table quant à ce qui concerne les sociales du peuple congolais. Si le peuple congolais vit bien, si le peuple congolais n'a pas de problèmes de loyer, des problèmes de transport, des problèmes... Déjà là, vous avez à Kinshasa, presque, il y a parfois l'exode rural très caractérisé, n'est-ce pas, qui connaît, qui subit la vie de Kinshasa. Tout le monde parfois quitte Mbandaka, Kisangani, et ainsi de suite pour venir à Kinshasa. C'est la démographie qui augmente. Vous avez plusieurs véhicules qui sont dédouanés vers Matadi pour Kinshasa. Mais ces effets-là, M. Daniel Roland, ne vont pas, n'est-ce pas, ne vont-ils pas directement avec la construction de routes? Parce que si aujourd'hui vous construisez des routes comme il se doit, des routes secondaires et autres, vous tenez compte aussi de l'exode rural, vous tenez compte de véhicules qui entrent et autres. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, le gouvernement a pris une mesure de sens cynique, M. Daniel Roland.
Vous voyez, ce n'est pas la Constitution qui a dit que le gouvernement doit prendre les mesures de sens unique. Il a pris ces mesures justement pour essayer de résoudre le problème d'embouteillage. Autant que le gouvernement est en train, certes, de balbutier sur la bonne politique à prendre sur les routes, autant que le gouvernement peut prendre des mesures idoines sur les sociales de l'homme congolais. Et donc, je crois à suffisance de conviction que sur le changement, j'ai répondu en vous disant clairement que les constitutions n'ayant pas prévu le mécanisme de son changement, nous pouvons nous fier sur l'exercice de la souveraineté par le peuple congolais au travers le référendum. Mais au travers ces représentants, il n'est pas possible. Ça, je le dis bien, pour le changement. Parce que les constitutions n'ont prévu des mécanismes et l'initiative par ces représentants que pour la révision. Alors, donc, je crois, M. Daniel Rolland, que si le président, le gouvernement de la République, pas longtemps, comme je venais de le relever sous peu, si vraiment, M. Daniel Rolland, le gouvernement, avec les mesures qu'il a prises de sens unique, là, tout ça, c'est bien. Mais où est-ce qu'on va en finir? Si le véhicule, M. Daniel Rolland, nécessairement de circuler d'entrée à Kinshasa, dédouanement et autres, plus de 100 000 véhicules, vous n'allez pas essayer de juguler cette histoire-là. Vous allez en finir où? Donc, bref, d'ailleurs, d'après moi, je l'ai dit pour ta gouverne, cette mesure-là, j'ai essayé de comprendre que ce n'était qu'un aveu d'incapacité de l'État sur la construction des routes secondaires. C'est ainsi que peut-être qu'on s'est dit, bon, écoutez, veuillez faire des histoires de sens unique. Tout ça. Donc, vous comprenez, M. Daniel Rolland, que le gouvernement doit seulement améliorer le social de l'homme congolais. Le gouvernement doit faire preuve de la bonne gouvernance. Le gouvernement doit faire preuve d'un certain leadership, n'est-ce pas, positif. Vous voyez, ce serait mieux, plutôt que d'aller vers non, des initiatives telles que non, il faut réviser, il faut changer. Certes, est-ce que le raison qui fonde la révision de la Constitution avancée par le président de la République ne s'était pas non plus posée au premier mandat et que ce n'est qu'au deuxième mandat que cela s'est révélé? Et si cela s'est révélé ainsi, est-ce que le président de la République doit-il prendre directement des initiatives de changement ou de révision? Je crois bien que le président doit réfléchir sur l'après-président. Parce que pendant qu'il est président, il y a une vie, et après la présidence, il y a aussi une vie. Joseph Kabila est là, on l'entend plus. Même lorsque vous avez besoin qu'il dise un mot, il n'en dit mot. Ça veut dire qu'après la vie d'un président, après, n'est-ce pas, la fonction du président de la République, il y a une vie. Et que le président doit aussi, n'est-ce pas, faire des sons. Vous voyez, le pasteur, je crois bien, Roland Dallot, avait relevé ça sur la chair pour dire, en tout cas, que ça n'allait pas bon, il faut améliorer les sociales et autres. Donc, c'est pour dire que même les gens qui sont avec lui, n'est-ce pas, peuvent aussi mieux les conseiller en lui disant: Monsieur le Président, veuillez jeter un regard considérable sur les sociales de l'homme congolais, du peuple congolais. Alors, Maître Cédric Toumba, merci pour ces analyses concernant ces débats liés au changement ou de la modification de la Constitution. On va maintenant aborder les états généraux de la justice, une initiative qui est beaucoup louable, qui a pris fin depuis un moment. Les conclusions, nous attendons ces conclusions, mais ça s'est dit, ce qui s'est dit dans des couloirs concernant cette guerre entre les ministres de la Justice et puis les magistrats. D'abord, d'une manière générale, comment vous avez trouvé cette initiative des États généraux de la justice congolaise, qualifiée depuis un moment comme une justice qui était malade? D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même l'avait affirmé ça une fois. Bon, en fait, merci beaucoup, M. Daniel Rolland. L'initiative de faire les États généraux tels que nous les avons vus, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Et j'encourage bien le ministre de la Justice à faire ainsi. Mais seulement à un certain moment, nous avons eu l'impression d'avoir d'assister à une guerre de leadership dans le pouvoir judiciaire. Nous avons eu l'impression d'assister à un combat d'autorité. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a le ministre de la Justice qui voudrait à ce que
loin de lui d'ailleurs, comme il avait révélé, l'intention de bouleverser les fonctionnements normaux du système judiciaire, mais il dit, il est évident que lui aussi puisse intégrer, n'est-ce pas, le Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a eu même un professeur, je crois bien, le professeur Chibangu Kalala, qui a aussi proposé que l'on puisse supprimer le Conseil supérieur de la magistrature pour le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Et sans toutefois critiquer à fond son point de vue, mais je crois que je pourrais aussi, d'une manière ou d'une autre, adhérer à ces points de vue. Pourquoi, M. Daniel Rolland? Justement parce que le ministre de la Justice, lorsqu'il essaye de se considérer comme membre du pouvoir judiciaire, ce serait à tort. Parce que, justement, en tant que ministre, il fait partie du pouvoir exécutif. Mais voici là où le bas blesse, M. Daniel Rolland. C'est que l'article 149 de la Constitution, cet article prévoit le composant du pouvoir judiciaire, au nombre desquels le parquet ne figure pas. Le procureur général Firmin Vondé, lui aussi qui est intervenu dans les états généraux de la justice, et qui, là où d'ailleurs, j'estime qu'il était vraiment venu pour répondre au ministre de la Justice sur les effets des injonctions ou de l'injonction qu'il donne au parquet. À travers des communiqués. Exactement. Le procureur général dit, écoutez, l'article, je crois bien, l'article 70-71 de la loi organique du 11 avril 2013 est clair. On sait que cet article dit que le procureur général, le ministre de la Justice peut enjoindre, n'est-ce pas, ou donner une injonction au procureur général de la République. Mais le plus grand problème, ce n'est pas le ministre de la Justice ou le procureur. C'est le texte qui est appelé à régir le parquet. Le texte qui parle de ses pouvoirs, M. Daniel Rolland. Lorsque l'article 70 de la loi du 11 avril 2013 sur, pourtant, organisation, fonctionnement et compétence de judiciaire, cette loi dit le parquet est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. Soyons sérieux, M. Daniel Rolland. Lorsque cette loi dit que le parquet est placé sous l'autorité du ministre de la Justice, de quel parquet s'agit-il? La loi n'a pas distingué du parquet général de la République jusqu'au parquet près le tribunal de paix. Tous ces parquets-là sont sous l'autorité du ministre de la Justice. De quelle autorité s'agit-elle, M. Daniel Rolland? S'agit-elle d'une autorité hiérarchique que le ministre de la Justice a sur le parquet, ou bien d'une autorité de tutelle que le ministre de la Justice a sur le parquet? Parce que, M. Daniel Rolland, la loi portant statut, n'est-ce pas, de magistrat, et la loi organisant même le Conseil supérieur de la magistrature, prévoit que le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe qui gère le magistrat. Tant les magistrats debout qui sont appelés le parquet, ou qui composent le parquet, ou bien le ministère public, que le magistrat du siège qui est le juge. Alors, devrions-nous comprendre ici que le Conseil supérieur de la magistrature, que préside le premier président de la Cour constitutionnelle, M. Kamouleta, exerce une autorité hiérarchique sur les magistrats? Nous disons oui parce que il y a, bien entendu, il a le pouvoir disciplinaire sur les magistrats, il peut les sanctionner, il peut, n'est-ce pas, il les gère jusqu'à la retraite, ainsi de suite. C'est lui qui recrute, c'est lui qui les retraite, c'est lui qui, il gère. C'est normal, c'est qui est prévu. Exactement, ça veut dire justement que le premier président, le président du Conseil de la magistrature
il exerce un pouvoir hiérarchique sur le magistrat. Mais quelle est la nature du pouvoir qu'exerce M. Constant Moutamba sur le magistrat? Le pouvoir positif. J'estime déjà, à mon humble avis, M. Daniel Roland, que contrairement à ce que pensait par le passé, ou à ce qu'avait prononcé par le passé, le Conseil d'État, saisi par le ministre en son temps, c'était Tunda Yakasenda, qui avait saisi le Conseil d'État pour que ces derniers interprètent les dispositions de l'article 70 de la loi du 11 avril 2013 qui reconnaissait que le parquet, qui prévoyait que le parquet était sous l'autorité du ministre de la Justice. Si ce Conseil d'État pouvait mieux nous donner la portée réelle, l'étendue exacte du pouvoir ou de l'autorité qu'exerce le ministre de la Justice sur le parquet. À cette question, M. Daniel Roland, le Conseil d'État avait répondu en ces termes en disant que le ministre de la Justice, son autorité, ne saurait être l'expression d'un pouvoir hiérarchique sur le magistrat, parce que justement, le Conseil supérieur de la magistrature exerce un pouvoir hiérarchique sur le magistrat. Et pourquoi? Justement parce que le ministre de la Justice, lorsqu'il donne injonction au magistrat, il n'a pas à attendre du magistrat une note de fin d'instruction, mais à être informé par une simple lettre du magistrat. Justement parce que le ministre, en tant que tel, fait partie du pouvoir exécutif. Or, d'après moi, je réfléchis à haute voix, M. Daniel Roland, les conseils d'État ne pouvaient pas en réalité considérer que le ministre de la Justice n'exerçait pas le pouvoir hiérarchique sur le magistrat. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'injonction que prévoit la loi du 11 avril 2013 est la pure expression du pouvoir hiérarchique. Il est certes vrai, M. Daniel Roland, que le pouvoir hiérarchique est justement s'exprime par le pouvoir d'injonction, le pouvoir de réformation, le pouvoir de substitution et le pouvoir d'annulation des actes que l'autorité subalterne prend. Mais on remarque que la loi place le parquet sous l'autorité du ministre de la Justice. Et en même temps, cette loi précise la manière dont le ministre de la Justice est appelé à exercer cette autorité. Elle dit que le ministre de la Justice l'exerce en donnant d'injonctions au procureur général de la République et ce près au procureur général après la Cour de cassation et ce près le conseil, le cours d'appel. Monsieur Daniel Roland. À partir du moment où l'on prend l'une des expressions du pouvoir hiérarchique, qui est le pouvoir d'injonction, on l'attribue au ministre de la Justice. Même si son pouvoir n'emporte pas les autres pouvoirs, j'estime que le ministre de la Justice a un pouvoir hiérarchique sui generis. Un pouvoir hiérarchique unique à son genre. En ce sens qu'à son pouvoir hiérarchique, l'on ne retrouve pas d'autres formes de pouvoir, de réformation, de substitution ainsi que d'annulation. Mais l'on retrouve quand même le pouvoir d'injonction. Et ce pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir purement positif ou bien un pouvoir de veto où en tout moment il peut prendre des décisions, exact. Même s'il est procureur. C'est en cela que je dis que c'est un pouvoir hiérarchique sui generis. Justement parce que on lui donne le pouvoir d'enjoindre le parquet. Mais le plus grand problème est le suivant. Lorsqu'il enjoint, n'est-ce pas, au parquet de faire telle ou telle autre chose, le ministre de la Justice est dépourvu, n'est-ce pas, du pouvoir d'orienter l'action publique quand le ministère public les déclenche. C'est-à-dire le procureur, le ministre de la Justice, dès lors qu'il enjoint au procureur de faire, le procureur général, quand il réalise que les faits ne sont pas constitués d'infraction, doit-il référer, n'est-ce pas, au ministre de la Justice, ou bien
il doit seulement classer sans suite. Alors, c'est en ces termes d'ailleurs que le procureur général Firmin Vondé, lors des États généraux, a pu dire que lorsque le ministre, n'est-ce pas, lui enjoint de faire et qu'il réalise que le fait ne sont pas constitués d'infraction, il classe le dossier sans suite. À la question de savoir si le ministre doit nécessairement connaître la suite, tout ça, ainsi de suite. En tout cas, ça, ils ne font pas. Peut-être, le procureur général, d'après lui, ne font pas, mais d'après l'arrêt rendu par les conseils d'État, le parquet est tenu quand même d'informer au ministre, n'est-ce pas, sur la suite réservée au dossier dont ils ont été instruits, n'est-ce pas, dont ils ont été enjoints à instruire. Est-ce que le procureur général a ces pouvoirs-là aussi aujourd'hui de traduire bien, de faire arrêter un ministre de la Justice en fonction, parce qu'on donne ces cas-là de Kengo à l'époque où il était procureur, il avait initié une telle chose en faveur du ministre en fonction, et puis le ministre a été arrêté. Aujourd'hui, on parle de la manière de travailler de Constant Moutamba à travers ses communiqués, des fois qui ordonne avec obligabilité au procureur général, pour la Cour de cassation ou bien au parquet de faire telle chose ou telle chose. Merci beaucoup, M. Daniel Roland. En fait, aussi bien le constituant que la loi, je parle précisément d'ailleurs de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Cette loi précise bien que le ministre, pour qu'il soit arrêté, il faut et il suffit, M. Daniel Roland, que sa poursuite ou sa mise en accusation soit votée par, bien entendu, la majorité des membres composant l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire que le procureur général ne peut pas se réveiller un bon matin et d'une manière ex-abrupto venir enquêter tout ça sur le ministre. Bien faire arrêter le ministre. Non, non. Mais j'avoue à tout le moins que la loi dit sans préjudice de la loi sur les infractions flagrantes. Ça voudrait justement dire que le procureur général a le droit d'instruire, d'enquêter, de poursuivre, n'est-ce pas, tout ministre qui commet une infraction, tout ministre en exercice. Par exemple, aujourd'hui, on l'accuse d'avoir tripatouillé les conclusions des États généraux de la justice. Si à flagrance, ça veut dire que le procureur général peut ordonner qu'on puisse arrêter les ministres à l'extrémisme. Au fait, M. Daniel Roland, le problème c'est que l'appréciation de la flagrance relève de quel organe? Relève de l'organe poursuivant. Alors, je n'aimerais pas d'abord entrer au tréfonds du dossier sur la falsification du rapport des États généraux ou des conclusions des rapports des États généraux. Mais j'aimerais d'abord aborder cette question sur la probabilité ou non, n'est-ce pas, la possibilité ou non d'arrêter les ministres. Sur cette question, je vous ai dit que l'arrestation d'un ministre, sa poursuite ou sa mise en accusation doit être décidée par la majorité, n'est-ce pas, des membres composant l'Assemblée nationale. Mais la loi précise, sauf flagrance. Ça voudrait dire, le procureur général peut se réveiller un bon matin et considérer telle ou telle autre infraction flagrante commise par tel ministre, commencer les poursuites. Mais le plus grand problème, M. Daniel Roland, c'est que là où, en tout cas, quand la politique entre par la porte, la justice sort par la fenêtre. Donc, un ministre, pour que le procureur enquête sur lui, le procureur ne va pas agir les mains libres. Il a les mains liées. D'une manière ou d'une autre, il doit justifier. Il est tout à fait presque impossible, presque, je dis bien dans notre État, que le procureur puisse de faire un mandat de comparution, un mandat d'amener contre un ministre sous prétexte qu'il aurait commis une infraction. Peut-être, je crois bien, comme vous le savez d'ailleurs, le cas de Modéron Simba. Modéron Simba, il était ministre, vous vous rappelez. Et puis il y a eu une procédure qui a été déclenchée contre lui. D'ailleurs, c'était dans une phase transitoire où il quittait les gouvernements et puis il était voté comme député, ainsi de suite. Donc, bref, le procureur n'a pas
le pouvoir directement d'arrêter le ministre si c'est né en cas de flagrance. Alors, pour ce qui est de la modification du rapport, déjà jusqu'à présent, aucun rapport n'est encore officiel relativement à ces vents de rumeurs d'après lesquels le ministre aurait falsifié les conclusions des états généraux et autres. En tout cas, il y a une certaine guéguerre entre le ministre et le procureur. D'ailleurs, tout ça, c'est non seulement le problème d'injonction que nous venons de relever, c'est aussi le problème de membres. Vous voyez, question de leadership. C'est ainsi que M. Daniel Rolland, je le relève d'ailleurs ici, dès lors que l'on considère les conseils supérieurs de la magistrature comme étant l'organe suprême de la justice et que l'on attribue en même temps le président de la République la qualité du commandant, en fait, commandant suprême des forces armées et puis du magistrat suprême. C'est cela le cas. Il est le magistrat suprême. Et à cet effet, quand on dit magistrat suprême, c'est aussi au regard de la plus lourde charge, n'est-ce pas, qui repose sur ses épaules en termes de dignité et en termes de devoir, mais au regard aussi du fait qu'en cette qualité, on lui a donné le pouvoir, M. Daniel Rolland, de gracier, n'est-ce pas, le condamné. Mais comment comprendre que nous ayons dans notre État un organe qui est plus suprême, qui chapeaute la justice, mais cet organe, M. Daniel Rolland, dans cet organe, le président de la République n'y concourt. Ne serait-il pas opportun de créer peut-être, de faire en sorte que parmi les membres du Conseil supérieur de la justice et non de la magistrature, comme le veut bien le pasteur Kamoleta, le premier président de la Cour constitutionnelle, qui veut que l'on puisse demeurer statu quo, mais le Constant Moutamba veut à tout prix, n'est-ce pas, que l'on change des choses parce que, d'après il affirme à raison, que la justice n'est pas la magistrature. Et c'est le cas, M. Daniel Rolland. Vous êtes d'avis avec moi que la justice n'est pas la magistrature. Mais, puisqu'il en est le cas, comment ne serait-il pas mieux de faire concourir le président de la République parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature? Et que parmi ces membres-là, qu'il y ait de membres actifs et de membres passifs, M. Daniel Rolland. De membres passifs ne seront pas décidés sur les questions relatives à la retraite, à la sanction de tel ou tel autre magistrat. Ils sont passifs. Passifs parce que peut-être la politique judiciaire d'un État est aussi fixée par eux. D'ailleurs, la loi portant attribution de membres du gouvernement précise bien que le ministre de la Justice a dans ses attributions, il assure l'efficacité de la politique judiciaire dans notre État. Mais comment pourriez-vous donner une pareille attribution à un organe qui est le ministre de la Justice sans toutefois les faire concourir dans un organe où se prend les décisions, où le décision, n'est-ce pas, où les décisions suprêmes se prennent? Comment, M. Daniel Rolland? Donc, je crois à suffisance de conviction que le ministre de la Justice, le président de la République doivent concourir parmi les membres du Conseil, doivent faire partie parmi les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne va pas commencer à influencer certaines décisions. Pourquoi j'ai dit ça? Non, j'ai bien dit, M. Daniel Rolland, sur la question d'influence, qu'il doit y avoir des membres qui sont réputés actifs et des membres qui sont passifs. Ça veut dire que ceux qui sont passifs sont un peu figurants, mais néanmoins, ils ont des décisions qu'ils prennent et qui produisent leurs effets dans le secteur judiciaire. Vous vous imaginez que le président de la République, le juge a condamné. D'ailleurs, le juge est indépendant. Le juge condamne quelqu'un. Mais le président de la République, qui fait partie du pouvoir exécutif, vient donner la grâce, octroyer la grâce présidentielle. Et la personne n'exécute pas sa peine prononcée par le juge parce qu'il bénéficie de la grâce. Une telle personne, pourriez-vous ignorer son implication active dans le pouvoir, dans le système judiciaire?
D'ailleurs, c'est par là, M. Daniel Rolland, que j'estime qu'il existe bel et bien une différence entre le pouvoir judiciaire et les systèmes judiciaires. Parce que le pouvoir judiciaire, M. Daniel Rolland, on a tous les organes qui sont là présents dans l'article 149. Mais lorsque nous fouinons davantage, nous réalisons qu'il y a deux organes qui posent considérablement des actes qui influencent, n'est-ce pas, dans le minimum de détails possible, la politique judiciaire de notre État. Et devrions-nous ignorer l'impact de ces gens? D'ailleurs, lorsque M. Daniel Rolland, l'article 149, vous cite les organes du pouvoir judiciaire, il ne vous cite pas le Conseil supérieur de la magistrature. Ça voudrait justement dire que faire concourir le ministre de la Justice, le président de la République, parmi les membres passifs du Conseil supérieur de la magistrature, ne ferait pas de membres, n'est-ce pas, composant le pouvoir judiciaire. Non. Je crois avoir dit. Alors, M. Cédric, merci. On va maintenant aborder cette partie. On va rester seulement dans ces états généraux de la justice. Mais vous avez suivi ces révélations du ministre de la Justice via ses communiqués qu'il avait signés, ordonnant qu'on puisse ouvrir des enquêtes vis-à-vis des firmes Evondé, procureur général, après la Cour de cassation, en ce qui concerne une maison qu'il aurait achetée en Belgique. Et si ça arrivait que ces révélations sont vraies, que les procureurs, cette maison l'appartenait peut-être, est-ce que les ministres aujourd'hui peuvent ordonner qu'on puisse aussi arrêter un procureur général de la République? Il a ses pouvoirs. Exactement. Monsieur Daniel Rolland, merci beaucoup pour la question. Mais j'ose croire, et je crois que vous ne me contredirez pas, que nul n'est au-dessus de la loi. Et que le procureur général de la République ne bénéficie pas des immunités absolues de poursuite. Il exerce la fonction, certes, mais est-ce que devrions-nous conclure que lorsque il commet une infraction pendant l'exercice de sa fonction ou en dehors, l'on ne saurait pas enquêter sur lui? Parce que d'ailleurs, les communiqués auxquels vous faites allusion et par lesquels le ministre a enjoint ou instruit, je crois bien, c'est à l'IGF, Sénaref, d'enquêter sur les dossiers, c'est un communiqué bien entendu, où le ministre demande à ceux qui sont censés enquêter sur la gestion de finances publiques de pouvoir bien entendu le faire sur le procureur général, parce que d'abord, aucun texte n'interdit au ministre. C'est pourquoi, c'est dans ces contextes-là, M. Daniel Rolland, que je vous ai dit que la loi dit que le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Au regard de cette autorité que le ministre a sur le parquet, ne doit-il pas en réalité se questionner sur la gestion même de fonds qu'aurait utilisé le procureur général dans l'achat d'un immeuble? Je comprends bien aussi, M. Daniel Rolland, le sursaut du maire de Jean sur ces communiqués-là, justement parce que lorsque, tu sais combien de ministres sous le premier mandat du président de la République et sous ses deuxièmes mandats, en cours de ses deuxièmes mandats, ont-ils acheté des immeubles de millions de dollars, M. Daniel Rolland? Même pas de 900 000, des millions de dollars. Combien? Et de là, on n'a vu aucun communiqué, M. Daniel Rolland, sur qu'il est pris par un ministre, même avant Constant Moutamba, par lesquels il enjoint à l'IGF et autres d'enquêter sur le procureur général. D'abord, sur la question d'enquêter sur le procureur général, moi je n'en trouve aucun inconvénient. Parce qu'aucune loi interdit d'enquêter sur le procureur général quand il aurait commis des sommes d'argent, des blanchiments des capitaux et autres. Mais je n'affirme pas que le procureur général est impliqué activement dans une hypothèse de blanchiment, parce que les enquêtes n'ont pas encore révélé
une information dans ce sens. Mais je crois quand même, M. Daniel Roland, que à partir du moment où le ministre a enjoint l'IGF et les CNRF, ils doivent faire leur travail. Parce qu'il y a un contrat qui surquille, qui révèle, M. Daniel Roland, que le procureur général a bénéficié d'un crédit venant de la banque Equity BCDC. Est-ce que ce n'est pas une simulation? Ça veut dire que le contrat de la BCDC n'est qu'un acte apparent, mais au fond, il y a un acte, une contre-lettre. Ça dit qu'il cache la vraie raison. Ce n'est que par les enquêtes qu'on peut le déceler. Mais dans notre État, si nous devons aussi agir ainsi, M. Daniel Roland, est-ce que serait-il mieux? Parce que vous avez, M. Daniel Roland, un ministre qui non seulement détourne l'argent, d'ailleurs, vous le savez bien, M. Nicolas Kazadi, alors qu'il s'estime innocent dans le dossier, le procureur général a fixé les dossiers contre le ministre des Affaires sociales sans toutefois que le nom de Nicolas Kazadi figure. Or, la gestion de finances publiques reposait entre les mains de qui? De Nicolas Kazadi. C'est lui qui faisait payer. Mais le procureur général, quand il fait ainsi, c'est d'après lui. Il a le pouvoir d'enquêter, c'est sa qualité. Mais Nicolas Kazadi, il fait payer un fourrage à 297 000 $ et on s'est dit, écoutez, lui n'est pas impliqué parce que lui n'a fait que payer. Vous voyez? Donc, bref, M. Daniel Roland, dans notre État, nous sommes en voie d'instauration d'un État de droit. Mais l'État de droit réel n'existe pas encore. Peut-être qu'au fil du temps, parce que le président de la République a bel et bien cette volonté-là, mais avec le temps, ça viendra. Je voulais ajouter un élément peut-être. Lorsque un magistrat qui a fait 40 ans de carrière, qui est chef de corps, il achète un bien immeuble à crédit, M. Daniel Roland. On râle ici et là. Il est chef de corps. Mais ça doit écœurer. On doit se poser la question sur l'état de notre magistrature. Donc vous avez quelqu'un qui est chef de corps qui, avant d'être procureur général, était d'abord inspecteur général de service judiciaire de la République démocratique du Congo, M. Daniel Roland. Et il devient procureur général. Pour s'acquérir un immeuble, il doit passer par les crédits. M. Daniel Roland, ça écœure. D'abord, le procureur général a mis à nu l'état, en tout cas macabre, du secteur de la justice. Il a mis à nu que la justice n'a pas d'argent. La justice n'a rien du tout. C'est un secteur qui est laminé. C'est un secteur dont le pouvoir exécutif est en train de miner de sa propre manière, à sa guise et convenance. Ce n'est pas assez normal. Est-ce qu'un ministre de notre État, même pendant ses deuxième mandats, s'il veut s'acquérir un immeuble de 700 000 $, va-t-il vraiment le faire par voie de crédit? Dites-moi, M. Daniel Roland. Je ne le crois pas à tous les mois. Mais un procureur général, des histoires pareilles, au-delà de communiquer, autre que le ministre a fait, des enquêtes que le CNRF pourrait faire, en tout cas, ça doit au moins éveiller la conscience des autorités budgétaires. En ce sens qu'il faut que ces gens-là vivent mieux. Vous avez des magistrats, M. Daniel Roland, qui, par le salaire de 3 millions, 4 millions de francs congolais, lorsque leur fils tombe malade, M. Daniel Roland, ils doivent faire traiter leur fils, enfant, femme, que sur cette somme-là. Lorsque eux-mêmes, M. Daniel Roland, tombent malades, toujours sur cette somme. C'est en sérieux. Donc, moi, j'estime, M. Daniel Roland, que lorsque nous avons parlé de problèmes de sens unique généralisé, M. Daniel Roland, c'était un aveu d'incapacité pour l'État de construire les groupes principaux et secondaires. Lorsqu'aussi, M. Daniel Roland, nous avons vu un communiqué circuler où
on fait état du procureur général qui aurait bien entendu, merci beaucoup, mais du procureur général qui aurait bien entendu, M. Daniel Rolland, acheter un immeuble à crédit, ça doit éveiller la conscience des citoyens congolais en se disant, mais un chef de corps comme lui, pour avoir 700 000 $ pour s'acheter un immeuble, donc lui, il n'avait que 150 000 $. M. Daniel Rolland. Et que c'est qu'il pouvait prêter, c'est 750 000 $. Donnons au procureur la foi due aux actes d'ailleurs. Donnons au procureur toute la conviction qu'on peut avoir sur les dossiers. Donnons-lui raison. Mais un chef de corps, un bien de 700 000 $, il doit aller emprunter. Ça écoeure. Donc la vie des magistrats, c'est à quel état? Et lorsqu'il ira en retraite, ce serait comment? Donc pour ma part, j'estime que le ministre de la Justice, plutôt que de faire, c'est vrai, faire un communiqué, c'est bien parce que c'est pour raison de transparence, voyez-vous. Mais cette transparence que vous recherchez ne doit pas se faire valoir que dans le secteur judiciaire, mais dans tous les secteurs de la vie nationale. Et cette transparence que vous recherchez ne doit pas seulement, M. Daniel Rolland, tendre vers la magistrature où la vie des magistrats se trouve être laminée. C'est pas normal, M. Daniel Rolland. Donc, je crois bien que le ministre de la Justice doit peser de tout son poids pour améliorer les conditions de vie sociale des magistrats. Et pour faire ainsi, il faut, n'est-ce pas, dans les conseils des ministres, lorsqu'il est question de défendre le budget de la magistrature, en tout cas, il doit peser de tout son poids pour que l'on maintienne le budget tel qu'est sollicité par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on conclut avec l'émission, mais ma dernière question avant de conclure, Maître Sédic, vous allez répondre et puis conclure aussi l'émission aujourd'hui en voyant toutes ces guerres au niveau de la justice entre les ministres et les magistrats, d'une manière particulière entre les procureurs généraux après la Cour de cassation et les ministres de la justice. N'avez-vous pas peur que cela puisse aussi influencer d'une manière ou d'une autre les bons fonctionnements de notre justice qui est déjà considérée comme une justice malade au vu des ambitions des uns et des autres? Exactement, M. Daniel Rolland. En fait, il est des principes, il est d'adage que lorsque les lions se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Dès lors que le président du Conseil supérieur de la magistrature, il est en conflit de leadership, en conflit d'autorité avec le ministre de la Justice, et que par moment le magistrat s'oppose contre le ministre de la Justice, dites-moi, qui en pâtit dans ces contextes? C'est serré de magistrats. Parce que quand ils vont aller défendre leur budget et autres, le ministre de la Justice ne va pas les appuyer. C'est ainsi que cette guerre dont vous avez fait allusion va pousser le ministre de la Justice à donner plus d'injonctions aux inspecteurs généraux, à la police judiciaire et autres. Et puis, il ne vise plus les procureurs. Et les procureurs ne comprennent pas pourquoi sur des enquêtes même qu'on devait mener dans le Sénat, n'est-ce pas? Ces enquêtes-là, c'est peut-être l'inspecteur, l'IGF ainsi que l'inspecteur général qui y ont été astreints à le faire et ce n'était pas lui. C'est parce que le ministre a aussi remarqué que plus d'injonctions, moins d'exécution, il faut trouver une voie de sortie. La voie de sortie, il faut aller vers le plus moins qui est bien entendu la police judiciaire. Donc bref, M. Daniel Rolland, c'est lui qui en sortira, je dirais, tête basse. Ce serait justement le magistrat. Parce que le ministre, ils ont beaucoup d'argent, on les paye, ils savent comment ils retrouvent toujours d'argent. Et puis, il y a moins de contrôle dans leurs histoires. Mais remarquez, achat seulement d'un immeuble de 700 000, les gens ont râlé ici et là pour raison de transparence. Mais cette transparence-là ne pèse pas dans les chefs de ministres et autres. Donc, bref, moi, je peux conclure en disant qu'il faut que le procureur général, le président du conseil de magistrature, le ministre Constant Moutamba puisse faire preuve, n'est-ce pas, de maturité dans la magistrature, dans la politique. Ce serait mieux. Parce que plus il y a de guerre, moins ça profiterait aux magistrats.
Maître Cédric Ntumba, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Merci pour votre intelligence, votre bonne manière d'analyser, de faire les choses. Je pense que ceux qui nous ont suivis, ils ont beaucoup aimé justement cette manière de faire les choses. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission, Maître Cédric. Ça m'arrange. Merci beaucoup. C'est avec cette belle photo que je vais conclure cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est un réel plaisir pour moi de vous la présenter. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Oh là là.